Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez? Ouais, ok, super. Bon, j'ai un peu de monde aujourd'hui. Ah. Bien, ça va pour les autres? Donc vous pouvez me répondre dans le salon textuel cours magistraux. Comme ça, je vois. Ouais, ça va. Tristan, ça va. Mélissa, ouais, Arthur, ok, super. Allez, c'est parti. Donc je rappelle, hein, c'est une répète c'est le même cours que jeudi matin, hein. Donc c'est la suite de mercredi matin. Donc avec celui-ci, ça fera deux cours magistraux faits à distance et enregistrés. Et donc vous avez vu, hein, pour le fait que je le mettrai au pire plus tard en disponibilité jeudi. Alors, ça va les diapos visuels, c'est bon? Vous arrivez à bien voir? C'est bon? Ça passe? La qualité est bonne? Ok. Bien, alors l'enregistrement, il se passe bien. Donc c'est bon. Allez, c'est parti. Donc je vais faire un petit tuilage avec le cours donc, de mercredi. Donc mercredi, je m'étais arrêté au format table. Donc juste avant ça, j'avais fait blablabla. Donc je vous avais expliqué que le format CSV, c'était le format généraliste des formats tables. Et donc le format CSV, ça voulait dire comma, tiens, il y a une faute d'ailleurs ici, il n'y a pas de T, comma separated values, donc des valeurs qui sont séparées par des virgules, virgule ou point virgule en général, c'est ça qui est utilisé de manière standard. La virgule pour les anglo-saxons, c'est pas un problème parce qu'ils écrivent pas leurs chiffres avec des virgules, nous ça peut être le cas. Donc on peut changer dans le comma separated values le caractère de séparation par un caractère qu'il ne faut surtout pas retrouver dans les valeurs, parce que sinon, vous décalez pour la ligne qui a cette valeur-là quelque part, vous décalez d'autant les colonnes. Donc en général, quand c'est un format CSV généraliste, quand on ne sait pas trop à quoi s'attendre, la bonne précaution c'est d'utiliser la première ligne pour décrire, donc pour mettre l'en-tête des colonnes. Et sinon, si jamais c'est un format dérivé du CSV pour lequel on sait très précisément défini par le format ce que doit contenir chaque colonne, et bien à ce moment-là, vous n'êtes pas obligé de mettre cette ligne-là. Donc c'est ce que j'ai. Donc là, je vous expliquais qu'on peut l'ouvrir avec n'importe quel type de logiciel. Enfin, en tout cas, on peut l'ouvrir avec des tableurs, il n'y a aucun souci, évidemment avec des logiciels qui lisent le texte. Voilà. Donc, un format chez nous en biologie qui dérive de ça, c'est le format GFF. Donc, pour Generic Feature Format. Et après, il y a plusieurs versions. Un, 2, 3. Et donc, chacun de ces formats est documenté, vous expliquant ce qu'il y a sur chaque colonne. Donc, si je fais GFF Format, hop, bam, qu'on va chercher ça. Voilà. Ouais, alors pas trop en fait, hein. Génomique. Bing n'est pas aussi bon que Google. Ouais, j'ai pas un très très bon réseau aujourd'hui. Ouais, ça devrait aller. Bon bref, je vais utiliser Google Chrome parce que celui-là il m'énerve. Hop. Je sais pas si ce sera forcément mieux. GFF. Voilà. Les fichiers GFF, GTF, voilà. Donc si vous allez là-dessus, vous arrivez à voir, ça vous décrit normalement ce que les différents champs doivent contenir, voilà. Et vous avez différentes versions. Donc par exemple, dans le cas de celui-ci, si vous allez là, dans la version 3, les 9 champs sont dédiés au nom du chromosome, le programme qui a généré la notation génomique, donc dans cet exemple-là, il n'y a pas vraiment de nom de programme, le nom de la notation, la position génomique, etc., le score, voilà. Et après, un ensemble d'attributs que vous pouvez mettre, donc qui est plus ou moins libre, mais où l'on retrouve un petit peu une syntaxe qu'on a vue, par exemple pour les adresses ou pour d'autres choses, qui est ce fameux
nature de l'information égale sa valeur, et vous ne pouvez pas mettre d'espace évidemment, donc les espaces ici sont remplacés par des plus ou des points-virgules, parce que les espaces introduiraient un problème de nombre de colonnes pour les lignes. Voilà. Hop, alors un autre format table, peut-être un peu plus proche de ce que vous avez fait, en tout cas de ce qu'on fait en TP et de ce qu'on a fait aussi en SRMB, c'est le format PDB. Donc le format PDB, on trouve aussi très facilement, alors j'ai le TP que j'ai enregistré où je parle des formats, j'ai justement, j'ai profité de l'enregistrement pour aller sur le site pour montrer comment ça se passait. Donc les lignes les plus importantes, ce sont les lignes qui démarrent par le mot atome, mais vous en avez tout plein d'autres. Voilà. Hop, vous trouvez ça sans surprise sur le site de la PDB. Hop, vous allez là et on peut la voir dans sa version HTML. Hop, ici, voilà. Donc là, vous avez tous les mots qui démarrent qui peuvent démarrer une ligne. Et en fonction des mots qui démarrent les lignes, ben vous avez, par exemple, si on va sur l'atome, on vous dit exactement entre quelle colonne et quelle colonne vous avez le champ qui correspond à la nature de l'information, entre quelle colonne et quelle colonne l'entier qui correspond au numéro de l'atome, etc. Ça vous permet d'écrire des programmes informatiques qu'on appelle des parseurs, c'est-à-dire des programmes qui sont capables de lire certains formats en particulier dans le but de vous extraire l'information. Alors, les lignes les plus importantes sont les lignes atomes, hein, mais par exemple, vous pouvez avoir des lignes d'annotation. Par exemple, le PDB accepte les annotations de type helix ou sheet, donc ça c'est pour les protéines, et ça permet d'avoir précalculé à l'avance l'endroit où se trouvent des feuillets bêta, donc des brins bêta et des hélices alpha. C'est ce qui fait qu'après un logiciel comme Pimol, par exemple, est capable de vous faire un mode cartoon pour une protéine parce qu'en fait l'information est déjà stockée dans le fichier. Si elle n'est pas, en principe Pimol ne précalcule pas, ça nécessite un peu de calcul quand même de le faire. Donc soit l'info est là et il peut vous faire le cartoon, soit ça y est pas. Nous, ce qui nous intéresse, donc, ce sont surtout les lignes atomes, c'est le minimum nécessaire et suffisant pour avoir une structure 3D où vous avez les coordonnées x, y, z. Donc je ne reviens pas dessus là, vous avez, bon si je peux quand même, puisque le cours magistral c'est censé un petit peu généraliser ce qu'on voit dans les différentes séances de TP. Donc la première ligne atome, ensuite vous avez le numéro de l'atome qui s'incrémente de 1 en 1, la nature de l'atome, la nature du résidu qui possède cet atome, le nom de la chaîne, le numéro du résidu, donc qui s'incrémente forcément moins vite. Et là, parfois il y a des numérotations qui ne sont pas forcément des numérotations numériques logiques, dans le sens ça commence à 1 et s'incrémente de 1 en 1. Ça peut être des numérotations historiques, parce que à l'époque on connaissait, avant d'avoir la structure, on disait que voilà, ça c'était la A102, la A103, parce que ça venait d'une plus grosse molécule, mais qu'on n'a qu'un fragment qui est cristallisé, et à ce moment-là, on garde la numérotation pour se souvenir de là où ça venait. Et parfois, c'est même des numérotations un peu plus subtiles, 10.1, 10.2, 10.3. Voilà. Bon, alors, il le transforme en 101, 102, 103. Pour le Hammerhead, il y a ça. Voilà. Et après, les coordonnées X, Y, Z, occupancy et tout ça. Voilà. Alors, dans le cas des ARN, vous avez des formats tables qui sont des formats spéciaux. Donc, je profite du fait que c'est mon domaine pour vous montrer un petit peu un sous-domaine de la biologie. PDB est très généraliste, hein, ça accueille toutes les structures 3D. Après, le format BPSEC, lui, est un format qui a été adapté pour répondre à des besoins par rapport aux structures d'ARN. Alors je vous rappelle juste, si je remonte rapido sans aller trop loin, voilà, je vous rappelle que le format FASTA, je vous avais dit au précédent cours qu'il avait été adapté pour pouvoir accueillir cette information de structure, qui est appariée avec qui, avec un système de parenthèses, on appelle ça la bracket notation. Et ce qui a été fait, c'est de dire, bon voilà, on reprend FASTA, et puis en dessous de chaque séquence, on lui rajoute une ligne qui permet de dire colonne à colonne qui est apparu avec qui. Donc ça a fait le format qu'on appelle Vienna, parce que c'est des outils très utilisés encore aujourd'hui, qui font partie d'un package qu'on appelle le Vienna Package, et donc du coup ils ont décidé d'appeler ça le format Vienna. Alors il existe maintenant un format table, qui est plus spécifique, c'est pas une adaptation, il a vraiment été fait pour ça, qui permet aussi de décrire des structures secondaires d'ARN. Et l'avantage de ce format, c'est que dans le cas des brackets, un algorithme est obligé de retrouver qui est appareillé avec qui.
C'est pas si simple, hein, parce que vous pouvez avoir des appariements qui démarrent alors que tous les appariements ne se sont pas encore faits. D'accord? Donc vous pouvez avoir celui-ci apparier avec quelque chose qui est à l'autre bout. Donc il y a vraiment un exercice d'algorithmie qui est assez sympa à faire. C'est un exercice très sympa si vous avez envie de le faire. Essayez de trouver qui est apparié avec qui dans cette logique-là. Le problème est plus compliqué que ce qu'on pense. Donc là, il faut retrouver les paires qui sont appariées. Au lieu que ce qu'on voulait avec le BPSEC, c'était s'éviter de recalculer ça, et donc d'avoir un format qui, on peut le lire et on a directement qui est apparié avec qui. Alors, par exemple, si je prends ce petit exemple-là, ce petit morceau de cette structure d'ARN, voilà, si vous faites ça, eh bien le BPSEC qui prend cette forme. Donc, c'est trois champs, trois fields. Le premier, c'est la nature, c'est la position du résidu qu'on va décrire. Ensuite, c'est la nature de ce résidu. Et en troisième champ, vous avez avec le numéro du résidu avec lequel celui qu'on est en train de décrire est apparié. Alors si jamais il n'y a pas d'appariement, c'est-à-dire que c'est une région simple brun, on met un 0, donc ça veut dire que ce résidu n'est pas apparié, et sinon on met le numéro du résidu. Donc là par exemple, vous voyez que la C qui est ici, position 110, est appariée avec le premier résidu. Et ce premier résidu, bah, si on veut savoir sa nature, eh ben, il faut remonter à la ligne numéro 1, parce que la ligne numéro 1, c'est celle qui décrivait le résidu 1, qui disait que c'était une G, et qui rappelait que c'était apparié avec le 110. Donc on a une redondance des informations auxquelles il faut faire attention, parce que sinon, si vous lisez bêtement, entre guillemets, ça, vous allez avoir deux fois les appariements, puisqu'ils sont récapitulés à la fois du point de vue de la base numéro 1 et du point de vue de la base numéro 2. Voilà. Donc ça, c'est un formatable. Voilà. Alors les formatables, ils ont un avantage gigantesque, c'est qu'ils ils sont totalement adaptés à des outils. Alors on peut dire que c'est des outils qui sont adaptés à ces formats, à des outils très efficaces que vous allez tous connaître à un moment ou à un autre une fois que vous aurez fait vos TP, qui s'appellent des outils grep, sed et awk. Alors grep, pas plus que ça, les formatables, mais le format awk, pareil, awk, est un logiciel qui sait reconnaître automatiquement les champs d'un formatable. Donc tous ces fichiers sont facilement manipulables par grep et par sed, grep qu'on a vu, parce que ce sont des fichiers texte, et awk, parce que awk, en plus, est un outil qui sait bien reconnaître les champs d'un formatable. Il est tout de suite capable de faire ça automatiquement pour vous, ce qui n'est pas le cas de grep et de sed. D'accord. Et en TP, nous, on voit aussi l'outil cut, qui est une version beaucoup plus simplifiée de awk. En fait, awk est un outil qui englobe, qui est capable de faire tout ce que fait grep, sed, tous les outils que l'on voit. C'est un véritable il a un véritable petit langage de programmation, et c'est le dernier outil à utiliser pour ne pas avoir besoin de passer à la programmation généraliste comme des langages Python. En fait, ce sont des outils qui sont qui sont directement adaptés à la manipulation de texte, ce qui veut dire que vous pourriez faire l'équivalent dans des langages généralistes comme Python, Perl, Ruby, mais vous auriez besoin d'écrire beaucoup plus de choses, parce que ces outils ne savent pas tout faire, quoique awk c'est pas mal en faire, même du numérique, mais ils ont une écriture qui, en très peu de caractères, on peut faire des choses très balèzes. Et dans des langages généralistes, il faudrait être plus déclaratif. Voilà. Donc si vous avez du texte à manipuler, c'est pas forcément obligé de passer à de la programmation pure et dure, mais ces outils vous font largement l'affaire. Alors c'est des outils où il y a beaucoup de choses à savoir, hein. Awk par exemple, 500 pages pour cet outil. Et c'est des outils qui bénéficient encore d'amélioration, malgré le fait qu'ils existent depuis 50 ans. Voilà, donc là je profite du cours magistral pour mettre un petit peu, pour faire un récapitulatif un petit peu général, peut-être avec une autre façon de l'exprimer que de ce qu'on voit en TP. Donc ces outils, grep, sed, awk, ils ont un point commun, c'est qu'ils comprennent très bien ce qu'on appelle les expressions régulières. Comme les langages de programmation d'ailleurs, tous les langages de programmation comprennent les expressions régulières. Mais encore une fois, grep, sed et awk les comprennent bien dans le but de faire de la manipulation textuelle, avec très peu d'écriture. Voilà. Donc ces expressions régulières, c'est en général, donc ça permet de donner à ces outils ce que vous cherchez.
Dans le cas de set, ça permet aussi de dire ce que vous cherchez dans le but de le transformer en autre chose. Hein. Set, c'est pour faire de la transformation. Alors, j'avais dit dans le cours de jeudi, et je crois que je l'ai dit aussi dans le cours de mercredi, que j'aimerais bien vous faire un dernier cours magistral un peu plus démo pour vous montrer un petit peu ce qu'un outil comme SED peut faire, histoire que vous l'ayez vu, qui correspond plus ou moins à ce TP4 qui est optionnel et qui est dispo sur Moodle. Donc ces expressions régulières, ce sont des écritures qui mélangent à la fois des caractères tout à fait classiques, parce que quand on tape G, c'est vraiment G qu'on veut chercher, voilà, c'est toujours G dans les lignes, donc il n'y a pas besoin de se casser la tête, on cherche G. Mais ça mélange aussi des caractères spéciaux, qu'on appelle des métacaractères. Et ces métacaractères, ça permet de définir une famille de mots, et aussi de quantifier, comme vous allez voir. Donc, par exemple, ici, les crochets signifient que ce qui est entre les crochets, on cherche une lettre parmi celles possibles. Donc avec cette écriture-là, on a une seule expression régulière. On décrit en fait deux mots. On donne la possibilité de deux mots. RNA avec R majuscule ou R minuscule. Après, vous pouvez quantifier les choses. Par exemple, ici, vous dites que vous autorisez A ou T majuscule entre 2 et 3 fois. Donc ça veut dire que là, vous cherchez un petit G, AA, GG, GTT, GG, et tout ce qui est possible a été entre 2 et 3 fois. Donc ce qui va à faire un peu plus de combinaisons. Et vous verrez en TP qu'on peut rapidement aller vers un nombre de combinaisons impressionnant, même absolument pas dénombrable si on ne laisse aucune borne maximale. Ça veut dire que c'est juste limité par la taille du texte en gros. Après, vous pouvez non pas faire des combinaisons entre des lettres, mais faire des choix entre des mots précis. Alors là, c'est plus les crochets que vous utilisez, mais c'est les parenthèses. Vous ne donnez pas la possibilité à grep de faire toutes les combos possibles, parce que entre L, E et A, si vous lui laissez toutes les combos possibles, il va vous faire LL avec deux fois la majuscule, il va vous faire EE, il va vous faire EA, donc c'est pas ce que vous voulez. Non, vous voulez vraiment juste L majuscule avec un E ou L majuscule avec un A. Donc là, il faut lui donner. Et là, ce que ça dit, c'est que vous cherchez une phrase qui démarre par le ou la, et quelque part dans la phrase, donc ça c'est la fin de la ligne, quelque part, le quelque part c'est vous avez n'importe quel caractère avant et n'importe quel caractère après, au moins un, il doit y avoir quelque part le mot catalyse. Voilà. Donc vous cherchez une phrase qui démarre par le ou la et qui contient quelque part catalyse. Ça, c'est, vous cherchez une phrase avec le compartiment cellulaire ou les compartiments cellulaires. Vous cherchez même une phrase avec potentiellement une faute de typo, c'est-à-dire le S ici veut dire qu'il est optionnel. Donc à chaque fois il est optionnel, soit il est là, soit il n'est pas là. Donc du coup, toutes les combos sont possibles. Vous pourriez aussi avoir le compartiment avec un S et cellulaire avec un S, donc où la personne a fait une typo. Donc vous pouvez choper toutes ces combos. grep teste tout. Voilà. Donc vous avez des bouquins entiers qui sont dédiés à ça. Alors en informatique, on a très souvent ce qu'on appelle des cookbooks, parce que les bouquins d'informatique, ce n'est pas des bouquins qu'on lit comme des romans de A à Z, sauf vraiment quand on apprend un langage de programmation. Mais en général, quand on fait de la prog, enfin quand on fait de la manipulation, quand on fait de l'analyse de données, on est très intéressé par des petites recettes, des solutions immédiates, genre comment je ferais pour choper tous les numéros d'INSEE qui sont dans un corpus de texte, toutes les dates. Donc du coup, ce bouquin, très rapidement, vous dit, bah voilà, ça s'écrirait comme ça. Et en plus, l'avantage de ce bouquin, c'est qu'il vous dit, bah si vous utilisez Python, il y a cette subtilité à écrire. Parce qu'en fait, chaque outil qui comprend les expressions régulières, il a ce qu'on appelle son moteur d'expression régulière. C'est-à-dire, c'est sa manière dont il va interpréter les expressions régulières. À 95%, c'est la même manière de les écrire, mais parfois il y a des petites subtilités. Voilà. Ok. Donc ces expressions régulières, il y a des bouquins pour vous introduire aux expressions régulières, et ces expressions régulières sont des choses qui sont, en fait, qui sont très proches de vous, parce que c'est une écriture qui a été utilisée par d'autres contextes. Par exemple, je vous cite la base de données ProCite, qui est une base de données de domaines protéiques. Et les domaines protéiques, donc, c'est pas... vous connaissez la notion de séquence consensus. Et la séquence consensus, en fait, c'est une expression régulière. C'est-à-dire que si vous prenez... Vous le savez, si vous observez que vous avez une séquence biologique qui s'écrit comme ça,
et que là vous avez ça et que vous avez G, bah, pour dire à quelqu'un, voilà, pour capturer en un mot la variabilité et la constance de ces séquences, bah, vous savez que vous écrivez AARTT, parce que AA c'est conservé, on l'observe tout le temps, TT c'est conservé, mais là vous avez A ou G. Et vous savez que quand vous écrivez ça, c'est pas que vous dites qu'il doit y avoir la lettre R dans la séquence, mais c'est que vous donnez la possibilité que ce soit A ou G. C'est exactement pareil. Le site ProCite, pour les protéines, utilise une écriture qui est calquée totalement sur les expressions régulières. Donc vous voyez, si la compréhension des expressions régulières peut même vous faire comprendre des choses qui sont d'ordre classique en biologie, même si vous ne vous amenez pas à faire du grep tous les jours. Voilà. Si vous regardez la manière dont écrit le consensus pattern de cette entrée ProCite, bah vous voyez que c'est une écriture d'expression régulière un petit peu adaptée. Hein, donc tous les domaines sont séparés par un tiret, enfin chaque écriture est séparée par un tiret, ça c'est je pense sans doute pour rendre l'écriture un peu plus lisible. Vous retrouvez le crochet qui veut dire que c'est un des aminoacides qui est là entre crochets à cette position, c'est un de ceux qui sont là, qui est possible. Quand c'est n'importe quel résidu, c'est pas le point mais c'est le X, voilà. Les quantificateurs, c'est pas les accolades mais c'est des parenthèses, donc vous avez n'importe quel caractère possible entre 3 et 5 fois, voilà, n'importe quel caractère possible exactement cette fois, voilà, etc., etc. Et après, je suppose qu'il doit aussi exister des lettres pour dire, je sais pas moi, tous les aminoacides aromatiques par exemple, ou des choses comme ça. Donc je connais pas par cœur le jeu de métacaractères, mais vous voyez que pour ça, c'est tout à fait la même chose. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est quand même des écritures qui sont proches de vous sans vous en rendre compte. Alors ces écritures sont proches de vous tous les jours d'ailleurs, puisque lorsque vous lorsque vous remplissez un formulaire et que cet outil vous dit ceci n'est pas un numéro de Mastercard valide, ceci n'est pas une date de naissance, ceci n'est pas une adresse email valide, et bien c'est tout simplement parce que derrière les sites web utilisent des expressions régulières pour valider ou pas l'écriture que vous voulez enregistrer chez eux pour commander ou pour vous créer un compte. Alors c'est très facile, hein, on peut trouver sur Internet très facilement des moyens d'avoir les expressions régulières qui décrivent la manière dont s'écrit une certaine entité. Par exemple, ici, c'est la manière d'écrire les numéros de carte de crédit lorsque c'est une Visa, Mastercard, American Express. Vous voyez, à chaque fois, c'est des manières, des patterns, des règles d'écriture qui suivent. Il y a des règles précises. Donc ces règles, elles sont connues. Hein, après, ça ne veut pas dire que c'est pas pour ça que le numéro secret de la carte de la personne circule, mais ou si vous êtes, je ne sais pas, vous travaillez dans une boîte qui fait de la commande en ligne et que vous voulez traiter régulièrement vos fichiers clients pour voir les cartes et tout, bah, vous pouvez demander, bah, dans ma base de données, je veux toutes les lignes qui correspondent au numéro de carte de crédit parce que je veux voir s'il y a des cartes de crédit expirées ou pas, voilà, etc., etc. Donc vous allez pêcher les lignes qui contiennent les numéros de carte de crédit en mettant ces regex. Ok. Ah, j'ai l'imprimante qui se déclenche, donc ça va faire un peu de bruit. Voilà, alors par exemple, voilà, ça c'est des exemples d'expressions régulières, hein, donc ça peut être de plus en plus élaboré parce que pour une adresse email, par exemple, vous avez une variabilité énorme de possibilités. Le challenge étant de valider les adresses qui sont réelles et d'empêcher les fausses adresses. Donc tout le challenge, c'est ça, ne pas être trop stringent pour pas virer des adresses qui sont valides, ne pas être trop peu stringent pour laisser passer des adresses qui ne sont pas bonnes. Voilà. Donc par exemple un login ou un mot de passe, ben voilà, quand on vous dit c'est pas assez compliqué, il faut que vous ayez au moins une majuscule, au moins une lettre et tout minuscule, et ben c'est grâce à ça que le site c'est ouais, j'ai un souci de la qualité est pas bonne. Comment ça se passe? Ça va de nouveau là, ouais, ça refait. Ok, ça roule, ça marche. Ok. Donc voilà, et donc vous voyez, les expressions régulières peuvent être très compliquées avec des écritures que je ne vous montrerai pas dans ce TP,
mais qui sont très faciles à retrouver, hein. Il y a des choses que, si ça vous intéresse d'aller plus loin que le TP, il y a peut-être des choses que vous aurez envie d'exprimer, dont je ne vous ai pas donné le métacaractère pour le faire. Alors vous tapez regex en informatique, vous avez les sheet, voilà, hop là c'est pas ça du tout, je ne sais pas taper aujourd'hui, hein. Sheet, voilà. Et il y a des gens qui font des trucs super sympas en PDF, voilà, celui-là je l'aime bien. Donc vous avez la version HTML et la version PDF où vous avez l'ensemble des métacaractères qui sont possibles pour exprimer tout ce dont vous auriez besoin. Voilà. Donc si maintenant je vous montre un petit peu comment ça se passe, alors juste une petite remarque, vous verrez dans certains polis, j'ai mis grep plutôt que grep. Alors c'est quoi la différence entre les deux? Alors elle est très simple la différence entre les deux. C'est qu'en fait l'outil à la base il s'appelle grep. Mais cet outil, je voulais que vous l'utilisiez avec l'option "-e". Parce que dans l'option "-e", il y a certains métacaractères qui d'office sont compris dans leur sens magique. Le plus, par exemple, avec l'option "-e", il est compris dans son sens magique. Si je ne mets pas le "-e", eh bien le plus est compris dans son sens plus. Voilà. Et donc et très souvent, les gens utilisent le "e", c'est pour dire extended, hein, c'est la version avancée, si vous voulez, de grep. Et donc plutôt que d'avoir à chaque fois besoin d'écrire grep-e, eh ben, ils ont fait un raccourci d'écriture qui s'appelle egrep. Donc on a l'impression que c'est une autre commande, mais pas du tout. C'est juste un raccourci de commande pour ne pas avoir besoin d'écrire grep-e. Donc ça ferait exactement le même boulot que si vous tapiez egrep. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Donc dans cet exemple-là, donc je suis allé chercher les fichiers PDB du plus gros ribosome qu'on avait à ce moment-là, donc celui de l'humain, le 60S. Donc c'est divisé en plusieurs PDB, hein, celui des protes et des ARN. Voilà, il y a deux PDB avec leur PDB ID. Et donc si je fais un grep où je demande de ne laisser passer que les lignes qui démarrent par le mot atome, donc en fait je cherche le nombre d'atomes, je donne le nom du fichier. Alors ça, on ne le fait pas en TP, parce que nous, en TP, grep reçoit ces lignes d'une commande qui s'appelle curl, qui va télécharger. Là, je suis dans une logique où j'ai le fichier sur mon ordinateur. Donc grep est capable, tout seul comme un grand, d'aller ouvrir un fichier. Il n'est pas obligé que quelqu'un le lui donne à travers un pipe. Voilà, donc il fait ça. Il laisse passer que ces lignes-là, et après, en pipe, plutôt que d'afficher ces lignes à l'écran, ça veut dire qu'il les donne à la commande word count. -L. Donc c'est une commande qui fait un comptage, et -L, ça veut dire que des lignes. Et donc il dit 90 858. Je fais la même chose pour ça, et ça donne 60 570. Si je voulais faire des recherches là-dedans, donc, enfin, ces fichiers représentent 2500 pages d'un document Word, police taille 12. Donc ça fait un corpus de texte énorme, c'est une structure. Aujourd'hui, on analyse plusieurs structures. Et vous voyez, donc si vous avez envie de faire un find avec Word, je vous laisse faire, sachant que à le faire comme ça, interactif, c'est très long, et en plus vous ne pouvez pas exprimer tout le jeu toutes les possibilités de recherche que vous avez avec egrep et avec les expressions régulières. Voilà. Donc maintenant, si on s'attaque à un autre outil, qui est Awk. Alors on pourrait le faire avec un outil qui s'appelle Cut, mais Cut est une version un peu plus basique de Awk. Donc je vous montre Awk, je profite du cours magistral pour vous montrer ce que fait Awk. Eh bien Awk, si vous lui donnez on aurait pu le faire avec un PDB, mais là je profite de le faire avec un format GenBank, avec un format GFF, pardon. Si vous lui donnez ça à Awk, tout seul comme un grand, il est capable de reconnaître les champs. Voilà, vous n'avez rien besoin de lui dire. Quand il est en train de lire chaque ligne, il sait d'office que ça c'est le champ 1, le champ 2, le champ 3, le champ 4. Donc vous pouvez directement lui demander, je veux que tu imprimes que le champ 3. Voilà, il saura, il comprendra. Voilà. Alors, il faut qu'on puisse dialoguer avec cet outil, donc sa syntaxe est un peu différente de ce que vous pourriez voir avant. En TP, je vous avais expliqué que pour donner un sens magique, ou je vais vous expliquer que pour donner un sens magique à un caractère, ça s'écrit en précédent d'un backslash. Par exemple, le N, ça veut dire caractère N. Et si vous le précédez d'un backslash, pour l'ordinateur, ça veut dire new line. Ça ne veut plus dire le caractère N, ça veut dire retour à la ligne. Si vous tapez T, ça veut dire la lettre T. Et si vous backslashez le T, ça veut dire tabulation.
Donc le backslash, on verra en TP, vous avez déjà vu, vous verrez que ça permet de donner un sens magique à un caractère qui par défaut est compris dans son sens pas magique, et à l'inverse, de donner un sens pas magique à quelque chose qui par défaut est compris dans son sens magique. Ce que j'appelle magique, c'est métacaractère. Voilà. Alors on peut faire la même chose, hein, vous verrez en TP que le 1, en E grep, on peut backslasher et ça donnera mémoire numéro 1. Voilà. Alors il se trouve que les gens qui ont designé Hawk, eh ben, la manière dont Hawk, la syntaxe de Hawk, pour dire le champ numéro 1, eh ben, il faut le préfixer d'un dollar. Voilà, c'est pas un backslash, c'est un dollar. Donc s'il fallait vraiment généraliser la généralisation, c'est que pour donner un sens magique à un caractère qui est compris pas magique, on veut qu'il soit compris magique, ou un caractère qui est magique, on veut qu'il soit compris pas magique, et bien très souvent on le préfixe d'un caractère spécial. Et ce caractère spécial, ça veut dire que ça change la manière de comprendre ça. Donc le chiffre 1, qui serait compris comme un 1 par Hawk, et bien si on le préfixe d'un dollar, lui, dans sa syntaxe à lui, dans son langage, ça veut dire le champ numéro 1. Donc champ numéro 1, champ numéro 2, champ numéro 3, champ numéro 4. Voilà. Et donc ça veut dire que si vous faites ça, eh ben, vous pouvez... Hawk, ça s'écrit comme ça. Donc Hawk, il a une écriture un peu plus... pas forcément plus compliquée, mais comme on peut faire plus de choses, rapidement ça peut devenir plus compliqué. Hawk, c'est un outil qui peut recevoir des lignes à travers un pipe, mais c'est aussi un outil qui peut ouvrir tout seul comme un grand fichier. Et entre simples cotes, toujours la même chose, comme les simples codes qu'on met pour enfermer une adresse internet avec curl, comme les simples codes qu'on met pour enfermer une expression régulière avec grep ou grep, eh bien, les instructions qu'on demande de réaliser à Hawk sont enfermées entre simples codes. Et elles se divisent en deux parties. La première partie, vous définissez à quelle ligne vous voulez que, pour quelle ligne vous voulez que Hawk agisse. Donc, en général, là-dedans, vous avez une expression régulière. Ça veut dire les lignes qui contiennent ce que je te donne, le pattern que je te donne, tu vas réaliser toutes les actions que je vais te mettre entre accolades. Voilà. Et il peut y avoir plein d'actions. Alors quand vraiment c'est compliqué, quand il commence à y avoir beaucoup de choses, ben, on n'écrit plus ça en ligne de commande, on enferme ça dans des fichiers texte. Et comme ces fichiers texte sont décrits dans le langage de Hawk et sont destinés à être exécutés par Hawk, on appelle ça des scripts Hawk. Ce n'est pas des scripts shell, dans le langage du shell de la ligne de commande, ce n'est pas des scripts Python dans le langage de Python, c'est des scripts Hawk. Voilà. Donc voilà par exemple quelque chose qui tiendrait sur une ligne de commande. Alors voici, donc on peut faire de l'expression régulière, c'est ce que je vous avais dit, mais on peut même faire du numérique. Et ça c'est vachement cool. Donc voilà les critères que doivent respecter les lignes qui m'intéressent et voilà ce que tu vas faire pour ces lignes-là. Donc si on suppose que ce fichier s'appelle test.gff3, hein, donc c'est un format GFF qui décrit des annotations génomiques au format GFF3, version 3, vous dites pour les lignes, alors ça c'est le start et ça c'est le end de la notation. Donc je dis que pour les lignes dont la notation génomique, le start est supérieur à 215 641 et inférieur à 215 770, et qu'en plus ces annotations doivent être sur le brin complémentaire. Donc pour les lignes qui décrivent des annotations génomiques dont le start est compris entre 215 641 et 215 770, et qui sont sur le brin moins, d'après le champ 7, tu vas faire ça. Et le tu vas faire ça, c'est quoi? C'est print, donc tu affiches à l'écran le champ 3. Donc en résumé, cette commande vous permet de n'afficher à l'écran, à partir de ce fichier, que les annotations génomiques dont le start est entre ces deux positions et sur le brin complémentaire. Voilà. Donc si un biologiste a, pour ce génome, trouvé, en faisant un alignement de séquences, il a isolé un gène à la paillasse, il a séquencé ce gène, il l'aligne contre ce génome et il voit que ça tombe dans cette région-là, il peut avec cette commande très rapidement voir si il est tombé sur un nouveau gène ou pas, parce qu'il ne va regarder que la région sur laquelle son gène s'aligne, c'est-à-dire entre ces positions-là et ces positions-là, sur le brin complémentaire. Donc ça lui permet très rapidement. Parce que si c'est un chromosome humain, ça fait quand même beaucoup de
de lignes à aller farfouiller avec la roulette et de tomber sur le bon truc, ça c'est plus simple. Voilà. Ok. Alors, ça va jusqu'à présent? Ça se passe? Ok, super. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va passer à un autre format qui s'appelle le format arbre. Donc, très souvent, ouais, ok, très souvent, enfin surtout aujourd'hui, les données ont des relations les unes avec les autres. Le problème dans le format table, c'est que chaque ligne est indépendante d'une autre, hein. Vous avez une ligne atome, et ben la suite c'est une autre ligne atome. Voilà, il n'y a pas de lien avec ces atomes. S'il y a des liens, c'est dans l'espace, et ça c'est par la suite qu'on calcule si ça peut être une liaison covalente ou quel que soit. Mais voilà, les atomes, les lignes se suffisent à elles-mêmes, on n'a pas besoin de faire un lien entre elles. Il y a beaucoup de données aujourd'hui où il y a un lien entre les lignes. Cette ligne est un sous-élément de cette ligne-là, hein. La ligne parente, c'est celle-ci. Tout simplement parce que les données qui sont décrites conservent une notion de hiérarchie. Il y a une notion de hiérarchie. Je vais vous montrer ça. Alors, on peut artificiellement, avec les formats tables, introduire une notion de hiérarchie. Par exemple, vous voyez ici dans cet exemple, ce gène a un identifiant, ID égal. Et après, si on suppose que l'on a la CDS dont on veut dire que c'est la CDS de ce gène-là, eh bien, on peut définir dans le champ qui était un petit peu libre la notion de parent égal et on donne l'identifiant. Voilà. Donc ça permet d'introduire artificiellement une notion de hiérarchie. Mais souvent, il faut des fichiers adaptés. Alors, la hiérarchie des données, c'est tout d'abord les arbres, et de la version encore plus compliquée, c'est les graphes. Sachant que les arbres sont des graphes particuliers. Donc les données sous forme d'arbres, en fait, vous les manipulez tous les jours avec les pages web. Les pages web sont des fichiers qu'on appelle HTML. Ce sont des boîtes qui sont imbriquées les unes dans les autres et qui forment un document qu'on appelle un Document Object Model, si jamais vous voyez un jour passer ça, DOM. Et donc ce sont des boîtes qui sont comme ça. Voilà. Alors je peux vous montrer très rapidement comment c'est possible de faire ça, hein. Donc je vais vous montrer ça. Voilà, alors supposons par exemple, je vais vous faire un petit fichier HTML à 2 balles. Vous allez voir comment je vais réussir à faire un truc. Donc je vais dire body, voilà, donc vous voyez, hop, ça c'est cool, il me le reconnaît automatiquement. Je vais faire, ah non pardon, excusez-moi, je vais trop vite. HTML, voilà, je dis body, voilà, donc en fait ce qui se passe, voilà, ce qui se passe, vous voyez, c'est que là je suis dans une boîte HTML, et à l'intérieur de cette boîte, je mets une autre boîte. Donc les boîtes se définissent par un mot, et la boîte est refermée quand on a le même mot avec un slash devant. D'accord. Okay. Donc là, je mets un petit body, hop, et là, je mets, voilà, je mets, qu'est-ce que je pourrais mettre? Je pourrais mettre H1, on va faire un truc à la con, EADB, voilà, et je mets H/H1, voilà, et puis après, je mets, on va vous le mettre en H3, cours de L3, voilà. Hop, voilà. Et je vais vous montrer après ce que ça donne en... Voilà. Donc on fait ça, hop. Donc voilà le truc. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir avec mon petit truc. Hop. Alors attendez voir, on va chercher ça dans utilisateur. On va chercher ça chez moi. Où suis-je? Admin, voilà. Et quelque part par là, test.html. Voilà. EADB, cours de L3. Voilà. Donc l'arborescence, hop, 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 elle est là. Voilà, l'arborescence, c'est HTML qui contient un élément fils body, et body contient deux éléments fils, H1 et H3. H1 c'est pour dire un texte en très gras, en très gros, et H3 c'est pour dire un sous-titre. Voilà. Donc vous voyez, c'est une structure arborescente. Voilà. Tout se passe comme ça. Alors c'est très compliqué sur des pages évidemment plus élaborées. Donc voilà la structure que ça. Alors les structures arborescentes, c'est des choses qui sont implicites
qui sont implicites à notre domaine de compétences, qui est la biologie. On a beaucoup de données qui sont naturellement sous forme arborescente, de structures de données, et par exemple, encore une fois, les ARN. Donc, si je prends par exemple cette structure d'ARN, eh bien, je vous ai expliqué que le BPSEC permettait de décrire les paires de bases, très bien, mais du coup, il y a une information qu'on perd, c'est les paires de bases qui forment des hélices et les paires de bases qui sont plutôt des interactions tertiaires qui ne sont pas des hélices. Parce que pour être une hélice, en SRMB, je vous ai expliqué que ce sont des paires de bases dont les résidus se suivent dans la séquence. Hein. Il y a le côté I plus 1, J moins 1. Voilà. Donc, si on n'a qu'une liste de paires de bases, eh bien, cette liste de paires de bases ne vous permet pas de retrouver les hélices, mais il faut les recalculer. Donc encore une fois, pour éviter à chaque fois de recalculer des choses, imaginez pour un ribosome, s'il fallait à partir de la liste de paires de bases d'un ribosome retrouver toutes les hélices, bah, ça prendrait du temps. Et quelqu'un qui veut rapidement exploiter un ARN, il n'a peut-être pas envie de recalculer, surtout qu'il faudrait qu'il installe un algo pour les retrouver. Donc le plus on peut stocker dans un fichier, bah, le mieux c'est. C'est comme un fichier d'annotation génomique. S'il fallait recalculer les annotations génomiques chaque fois qu'on ouvre un génome, bah, ce ne serait pas très sympa. Donc il faut définir, on perdrait de l'info. Donc il faut trouver des formats pour capturer cette arborescence. Alors il fut un temps, on utilisait alors non, on va le faire dans l'ordre. Voilà par exemple un pseudo-langage que je vous ai écrit. Donc en fait c'est ce qu'on appelle un format JSON. Donc le format JSON c'est un format qui est très utilisé aujourd'hui justement par les web services. Donc ça c'est hérité du monde de JavaScript. Donc le format JSON, JavaScript Object Notation, c'est pour décrire des objets informatiques et pour capturer la logique métier. Alors comment ça se passe? Là je dis par exemple attention, dans cette structure il va y avoir un tableau d'hélices. Et chaque hélice, elle est décrite par ce bloc de choses. Voilà. Donc je dis l'hélice 1, voilà son nom. Sa localisation, c'est de 26 à 32 et le brin complémentaire, c'est de 38 à 44. Et vous voyez, à l'intérieur de cette hélice, je décris les interactions. Donc les interactions de cette hélice, je les mets dans une sous-boîte et je dis, bah voilà, la première interaction, elle est type 6 Watson Crick, c'est entre 28 et 42. Voilà. Donc, et après, je décris l'hélice 2, etc., etc. Donc j'ai vraiment mes données qui capturent une notion d'arborescence. Plus il y a une indentation, là, plus je démarre loin dans la ligne, plus ça veut dire que c'est imbriqué dans la boîte précédente. Donc chaque hélice a un nom, une localisation et une série d'interactions. Et chaque interaction, c'est un petit élément qui a la localisation et le type. Voilà. Et plus comment dirais-je, plus on commence à découvrir des choses dans un domaine, parce que tout d'un coup on sait qu'un ARN peut avoir, je sais pas moi, ce genre de choses, et bien plus il faut étendre le fichier en disant ah ben voilà, maintenant on a la possibilité de rajouter ce nouveau type d'information dans les ARN qu'on ne connaissait pas avant, mais maintenant qui est une information que l'on trouve grâce à ces algorithmes ou ces approches expérimentales, et donc il faut le stocker. L'avantage de ces formats, c'est qu'ils sont extensibles. Un BPSEC, par exemple, on n'aurait pas pu l'étendre pour les hélices. On n'aurait pas pu parce qu'il est très contraint à la base. Première colonne, c'est la position du résidu. Deuxième colonne, c'est la nature du résidu. Troisième colonne, c'est la position avec laquelle il est apparié. Là, vous n'auriez pas pu en plein milieu commencer à dire je vais taper le mot hélice et je vais dire qu'une hélice, ça va de là à là, voilà. Et en plus, je dis que ça enferme ces paires de bases. C'était pas possible, c'était trop contraint. Ça, c'est des formats qui sont très extensibles. En fait, vous pouvez très facilement rajouter un nouveau vocabulaire et dire tiens, à partir de maintenant, l'hélice, on peut lui rajouter un terme, je sais pas, je raconte n'importe quoi, couleur. Voilà, hop, et je lui donne une couleur à partir de maintenant. Okay. Voilà, donc vous voyez comment les boîtes sont imbriquées les unes dans les autres. Donc vous avez le rectangle rouge, c'est l'hélice, moi j'ai un peu débordé, et le rectangle vert, c'est ce qui décrit cette paire de bases. Et voici en format texte comment c'est imbriqué les unes dans les autres. Voilà. Alors, il y a 20 ans, c'était le XML qui était le champion de ce genre de description. Alors XML, c'est en fait c'est le
le père des langages du format HTML, c'est-à-dire du langage de vos sites web. XML, c'est en fait le terme général pour dire un langage à balises. Donc les balises, c'est ce genre de choses. Et c'est ce que je vous ai tapé en live tout à l'heure avec une page web, c'est-à-dire que vous enfermez les informations qui sont là-dedans, sont enfermées entre une balise hélice qui ouvre et une balise hélice qui ferme. Donc ça veut dire que toutes les infos qui sont là sont des infos qui décrivent cette hélice. Et que là, c'est une deuxième hélice qui démarre. Et toutes ces hélices sont enfermées dans une balise qui dit attention, là va être décrite toutes les hélices. Voilà. Et donc pour chaque hélice, vous pouvez avoir des attributs, le nom, ou si jamais l'information que vous décrivez est complexe et nécessite encore des boîtes et des boîtes à enfermer, eh ben, vous créez des éléments, vous dites voilà, la localisation c'est ça, et les interactions moléculaires, ben voilà, ça c'est un tableau d'interaction. Attention, maintenant je vais décrire une interaction précisément, elle est de type 6 Watson Crick Watson Crick, et sa localisation c'est entre le résidu 28 et 42. Alors ça, c'était très à la mode, ça reste encore un peu à la mode, enfin pas à la mode, mais ça reste encore assez utilisé. Mais très rapidement, il y a des volumes de données qui, décrits comme ça, commençaient à exploser la taille des fichiers parce que la mise en forme, c'est-à-dire pas les informations brutes, hein, hélice 1 c'est de l'info brute, tout ça, non mais tout le reste, la mise en forme, les trucs que j'ai mis, voilà, qui sont entre les balises, hélices, tout ça, ça c'est du format. Et ce format rajoutait énormément de volume de données. Il faut dire qu'une lettre, c'est un octet. Donc un millier de lettres pour décrire, c'est déjà un mégaoctet en plus, en gros, à la louche. Alors les chevrons sont systématiquement là, donc ça se rajoute. Quand une balise, elle ouvre, il fallait forcément la fermente, donc ça faisait x2. Voilà. Donc il y a eu un format qui maintenant est beaucoup plus adapté, beaucoup plus adopté de manière générale, c'est le format JSON. C'est-à-dire ici vous retrouvez la même logique que là, mais c'est des systèmes d'accolades qui ouvrent et d'accolades qui ferment. Et donc vous avez plus besoin vous êtes beaucoup moins descriptif verbeux dans le format, donc vous êtes beaucoup plus léger dans la taille du fichier à la fin. Parce qu'un gros fichier, ça a de l'impact, hein. Ça a de l'impact dans le stockage sur un disque dur, ça a de l'impact dans le temps pour le télécharger, ça a de l'impact pour le programme informatique pour le lire, parce que le programme informatique, pour travailler dessus, il doit tout lire et le mettre en mémoire. Et si c'est une info très précise que vous cherchez, bah, plus il y a de volume de texte à fouiller, plus long ça mettra pour trouver une information précise dans ce fichier. Donc ça a un impact sur tout. Donc c'est vraiment dans l'intérêt des analyses d'avoir les formats qui combinent à la fois extensibilité, descriptabilité, je sais pas si ça peut se dire, capacité de description et compacité du truc. C'est le vrai challenge. Alors ces formats XML, hein, vous les retrouvez un petit peu partout. Ils ont été très standardisés et officialisés avec des publications, puisque le monde scientifique, c'est très... il faut publier pour mettre... pour poser une pierre et pour être un peu incontournable, on va dire, et puis parce que voilà, c'est comme ça, il faut publier. Donc vous retrouvez des PDB-ML, MAML, suivant vous venez. Chaque domaine de la biologie avait défini son petit format markup language. Il y a eu un RNA-ML, mais par exemple, RNA-ML, il a été publié, il n'y a quasiment personne qui l'a utilisé. Je crois que mon logiciel était le seul à l'utiliser. J'utilise plus le ML, maintenant j'utilise une petite version JSON à moi parce que effectivement, ça prenait des volumes de données trop importants. PubMed avec sa version XML, voilà. Et puis vous avez par contre là un format ML qui est très utilisé encore pour le Systems Biology. C'est très utilisé encore SBML. Pardon. Voilà. Alors, ces formats de fichiers arborescents, ils ont un gros souci, c'est que SED, grep et awk ne comprennent pas cette logique. Parce que SED, grep et awk, ce sont des outils qui analysent les fichiers texte ligne par ligne. Et chaque ligne est traitée de manière indépendante. Donc si une ligne est parente ou fille d'une autre, bah, il n'y a pas cette arborescence qui est prise en compte. Donc il y a quelqu'un qui a créé un outil sur lequel j'attire votre attention qui s'appelle JQ, qui est l'équivalent d'un grep, sed et awk, mais qui tient compte des arborescences. Donc vous pouvez utiliser des expressions régulières et tout, mais avec en plus la notion d'arborescence derrière.
Alors JQ est un outil qu'on trouve sur une plateforme qui met à disposition les programmes et les codes sources des développeurs. Ça s'appelle GitHub. Alors si jamais ça vous intéresse, je vous recommande parce qu'en fait tous les grands labos dans le monde, tous les labos qui développent des outils maintenant déposent leurs outils sur ces sites-là. Zut, j'ai dû le changer il n'y a pas longtemps. On verra ça la prochaine fois. Donc vous pouvez chercher, par exemple, vous avez, je sais pas moi, Bowtie, qui est un des plus grands outils d'alignement de read de NGS. Et ben voilà, vous avez le programme, le code source, vous pouvez le télécharger, poser des questions, etc., etc. Donc JQ, par exemple, est un programme qui est disponible de cette manière. Non, parce que c'est pas là que je veux le faire, mais c'est sur GitHub. Voilà, donc vous avez ce command line JSON Processor. Et avec JQ, il vous explique, vous avez normalement, alors il y a le site qui est là, et vous avez ici toute la doc, les tutoriaux qui vous expliquent. Alors, vous ne serez pas surpris de voir que c'est tout à fait ce qu'on fait. Hein. Vous avez du curl qui va chercher une adresse, qui donne à JQ, et après vous avez une petite écriture entre simples cotes qui vous dit, bah voilà, ça fait ci, ça fait ça. Alors évidemment, le langage est un peu plus... il est un peu propriétaire, c'est-à-dire il a fallu combiner ce que c'est faire un E-grep et un awk, mais avec une logique d'arborescence. Voilà. Donc si vous voulez, donc ce qui est vraiment bien, c'est que cet outil vous pouvez le télécharger, l'installer sur votre ligne de commande, et après c'est un outil qui se combine en pipe avec les autres. Donc c'est ça qui est vachement cool avec tous ces outils-là, c'est que c'est des outils qui se pluguent les uns aux autres sans aucun souci. S'il accepte du texte à travers un pipe et s'il rend du texte, s'il affiche du texte, eh ben, il peut rentrer dans une logique de pipeline. Donc c'est à vous après de gonfler votre petite ligne de commande avec des outils qui vous intéressent. Bon, ça fait le côté installation, comment je fais pour installer, comment je fais pour mon ordinateur quand je tape GQ, il le voit parce qu'il peut vous mettre command not found. Voilà. Mais c'est des infos aujourd'hui qu'on trouve très facilement. J'ai pas le temps dans les TP de rentrer là-dedans, mais si vraiment il y a des gens qui sont intéressés par ça, je peux filer des coups de main, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors le format texte, le format arbre, c'est bien, mais les formats arbres, c'est encore toujours pas assez suffisant, surtout aujourd'hui, à l'époque des réseaux sociaux et des réseaux moléculaires, des interactomes. Pourquoi? Eh bien parce que le format arbre a une contrainte qui n'est pas adaptée à tous les types de données, c'est un seul parent et plusieurs fils, donc une structure arborescente. Mais vous pouvez avoir des données qui ont besoin, excusez-moi, des voilà. Vous pouvez avoir des données qui ont besoin de faire des liens de cette manière-là. Et ça, vous n'êtes plus du tout dans un format arbre, puisque vous cassez la logique du format arbre, et vous êtes dans la version plus, on va dire, du format arbre, qu'on appelle la version avancée, qu'on appelle le graphe. Et le graphe, c'est très intéressant parce que du coup, vous pouvez faire ce genre de choses. Et un graphe, ça permet aussi de faire d'autres choses. C'est que il existe différents types de graphes. Par exemple, vous avez des graphes où si vous faites ce genre de lien, c'est bien, mais c'est ce qu'on appelle un lien non orienté. Alors c'est bien lorsque par exemple, si ça c'est une protéine et ça c'est une autre protéine, elles interagissent ensemble, finalement ça va dans les deux sens. Si l'une interagit avec l'autre, c'est que l'autre interagit avec l'une. Normal. Mais il y a des liens qui sont unilatéraux. Par exemple, si cette molécule dégrade cette molécule, eh bien, c'est pas vrai dans l'autre sens. Donc, dans un graphe, vous avez ce qu'on appelle des graphes qui sont orientés ou pas orientés, suivant que vous donnez un sens au lien qu'il y a entre les deux entités. Ce qu'il y a aussi, c'est que l'orientation ne suffit pas toujours. Parfois, vous pouvez avoir entre deux molécules deux liens orientés, mais ils n'ont pas la même signification. Celui-ci vers celui-ci, c'est parce que cette molécule produit celle-là, et celle-là, quand elle est produite, elle réprime celle-là. Donc les graphes peuvent aussi être labellisés. Vous pouvez leur mettre des étiquettes, des graphes étiquetés. Donc vous pouvez associer un mot, une sémantique, un terme ontologique, un terme, à une flèche. Voilà, donc ça peut être non orienté labellisé, orienté labellisé, vous pouvez avoir toutes les possibilités. Voilà.
Alors, si on regarde un tout petit exemple comme ça, bah voilà, typiquement quelque chose qui est impossible à décrire avec un arbre. Vous avez là un tout petit exemple d'un mécanisme biologique. Et ce que ça implique très rapidement en termes de besoins de relations. Donc, si vous avez des données qui décrivent un gène, eh ben, vous pouvez les mettre en relation avec la séquence de son pré-mRNA par le fait que ce gène produise pré-mRNA. Que ce pré-mRNA produit un intron lorsqu'il est maturé et qu'il est maturé en mRNA, que cet intron réprime par un système de silencing, par exemple, hein, de régulation par les petits ARN, cet intron réprime l'expression de cet mRNA qui est normalement qui sert à produire une protéine. Et que cette protéine elle-même réprime le gène en se déposant sur l'ADN et en bloquant l'accessibilité de la machinerie transcriptionnelle. Voilà, un mécanisme tout à fait basique, standard aujourd'hui, nécessite, vous voyez, ce genre de relations. Voilà. Alors, vous avez des formats de fichiers pour faire ça, hein. Il y en a un qui s'appelle RDF. Alors, vous verrez, vous en souvenez peut-être pas trop, mais dans la vidéo la première vidéo du cours du mercredi, je vous avais montré dans le mouvement Open Data comment des sites web de villes, de pays fournissaient maintenant des données quant à leur activité, hein, le mouvement Open Data, et que ces datas sont fournies dans des formats généralistes, CSV ou RDF. Voilà, donc vous retrouvez cette logique. Vous avez des formats qui s'appellent OWL, etc. Et puis ça, c'est des formats très généralistes. Et puis après, vous avez des formats spécialisés, comme par exemple Biopax, Biology Pathway Exchange. Alors vous avez une autre banque qui utilise énormément l'encodage sous forme de graphes, c'est la gynontologie. Parce qu'en fait, une ontologie, c'est un graphe avec des relations entre les termes de cette ontologie. Alors c'est quoi une ontologie? Une ontologie, c'est en fait un vocabulaire contrôlé. C'est ces mots-là très précisément, et pas d'autres. Et aussi des relations entre ces mots. Ça, c'est très important aussi, les relations entre ces mots. Alors, pourquoi on a inventé des ontologies et pourquoi on a besoin des ontologies? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, on peut faire énormément de découvertes en faisant de la fouille textuelle. En comparant, il y a 30 millions de publications, vous avez un domaine qui s'appelle la fouille de texte, le text mining, et il y a des gens qui sont capables de trouver de nouvelles connaissances en ne faisant plus une seule nouvelle manip, tout simplement parce que le volume textuel bibliographique est tellement important aujourd'hui que c'est au-delà des capacités même d'un spécialiste du domaine de réussir à faire des recoupements sur tout ce qui sort dans son domaine. Donc maintenant, les algos font ça pour nous, mais les algos sont limités par un gros problème. Est-ce que quand dans la publication de 76, il parle du gène Toto, est-ce que c'est le même gène que quand en 2017, quelqu'un a publié sur le gène Titi? Voilà, parce que les noms des gènes ont évolué, parce que l'être humain, il est un peu approximatif dans sa façon d'exprimer les choses. Donc c'est la raison pour laquelle il y a besoin d'un vocabulaire contrôlé. Mais tout le problème, c'est que c'est pas parce que ce vocabulaire existe que les gens l'utilisent, parce que les gens sont pressés, parce que voilà, etc., etc. Donc il y a une gynontologie qui a été créée pour ça. Et dans le TP, vous voyez que c'est notamment du rôle des bases de données d'associer des termes ontologiques officiels à des séquences qui sont stockées dans les bases de données pour justement favoriser ce recoupement. Donc nous, en TP, on fait ça avec un fichier SwissProt. Et je vous demande de fouiller un peu, de regarder un peu et d'utiliser egrep pour compter, faire sortir le vocabulaire ontologique associé à certaines protes. Voilà. Alors, donc, cette démarche est à la base d'une banque de données qui est maintenant incontournable, qui est sortie plus tard que d'autres banques, hein, pas aussi vieille qu'une gene bank, mais voilà, la gene ontologie. Et cette gene ontologie donc, se repose sur, il y a le vocabulaire, et après il y a des outils qui vous permettent d'exploiter cette ontologie. Alors cette ontologie, ça prend un petit peu cette tête-là, hein, c'est-à-dire que vous avez des termes très consacrés qui sont de plus en plus spécialisés, et cette spécialisation se traduit par des flèches, c'est-à-dire que ce terme ontologique qui est carboxylic acid binding n'est finalement que la spécialisation de anion binding, elle-même la spécialisation de ion binding et qui est vraiment le terme le plus général possible, molecular function. Voilà.
Alors c'est très important ça parce que pourquoi les relations sont très importantes? Ben, les relations sont très importantes parce que supposons que vous ayez deux molécules et vous voulez savoir si elles participent. Je sais pas, vous avez isolé une expérience, vous avez caractérisé par protéomique deux protéines dans un processus de cancérisation. Voilà. Et vous voulez savoir ces deux protéines si elles participent à la même fonction moléculaire. Hein, pour pouvoir dire, ah bah dans le cancer du poumon, on se rend compte que c'est cette fonction moléculaire qui est down ou up régulée. Qu'est-ce que j'en sais? Voilà. Eh bien, on voudrait savoir. Eh bien, le problème, c'est que, donc vous allez récupérer les termes ontologiques, mais peut-être que, et sans doute, et ça arrive très souvent, elles ne sont pas annotées avec la même précision. Par exemple, il y a une protéine suite au corpus d'expérience qui a été faite sur cette protéine, on sait très précisément qu'elle est impliquée dans carboxylic acid binding. Par contre, pour une autre, on sait que c'est hormone binding, non, je vais dire ion binding. On sait que c'est ion binding. D'accord. Eh bien, on sait du coup qu'elle fonctionne sur la même fonction, c'est-à-dire toutes les deux, ce sont des protéines qui font de la fixation d'ion. Même si pour une des protes, on a une fixation d'ion, on a une fonction un peu plus précise. Mais on sait qu'elle joue le même rôle parce qu'il y a cette relation. On sait qu'il y a un point commun. À un moment donné, elles se rejoignent. Celle qui fait carboxylic acid binding n'est finalement qu'une spécialisation de ion binding, qui est aussi la fonction que fait l'autre. Voilà. Au lieu que si c'était hydrolase activity, bah, à aucun moment on arrive à les rejoindre, à part arriver au terme le plus haut et le plus abstrait possible, qui est molecular function. Voilà. Donc ça, c'est très important. Ça, c'est très important d'avoir ça. Les relations. Parce qu'à un moment donné, ça permet de voir si les choses se rejoignent de manière plus ou moins précise. Ok. Donc ça, c'était la partie, donc je vous rappelle, donc ça, c'était la partie comment fait-on pour récupérer les données, hein, il y a les web services, les adresses spéciales, les sites FTP, je vous ai montré un petit peu tous les moyens d'accéder, un petit peu rapidement, voilà, comment on peut faire. Après, quand on récupère les données, on se pose la question sous quel format je les récupère. Voilà, donc ça, c'est ce que je vous ai montré. Et quand ça, on l'a fait, bah, maintenant, on se pose la question, ok, bah, comment nettoyer, reformater les données, et comment analyser les données. Donc nettoyer, reformater les données, bah, c'est tout simplement que vous, très souvent, ce qu'on fait, c'est que il faut nettoyer les données parce que les données, et les uniformiser, parce que les données viennent de sources différentes. Par exemple, vous pouvez avoir des données chiffrées qui viennent d'un site français où ils ont utilisé des virgules, et d'un site anglais où ils ont utilisé des points. D'un site où 0, ils ne mettent pas le 0, ils mettent juste point et le chiffre derrière, et un autre où ils mettent 0 point. Donc il faut uniformiser tout ça, sinon vous ne pourrez pas comparer des choses qui sont écrites de manière différente. Si vous avez un site avec des dates version anglo-saxonne, le mois d'abord, le jour d'abord, et des trucs plutôt français, francophones, avec le jour d'abord et le mois ensuite, vous n'allez pas comparer les mêmes choses. Si de chaque date vous dites je prends le premier chiffre, dans un cas ce sera le mois, dans un cas ce sera le jour, donc vous n'allez pas comparer les mêmes choses. Voilà. Et puis après, il y a aussi besoin de reformater les données, parce que vous avez les données dans un certain format, et vous voulez les envoyer dans un outil qui n'accepte que ce format-là, un autre format. Donc il faut reformater. Voilà. Alors il y a quelqu'un qui est un peu connu, hein, DJ Patil. Alors c'est pas un disc jockey, hein, c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est quelqu'un qui a fait partie de l'équipe pour les élections présidentielles et qui était dans l'équipe à Obama. Et c'est un data scientist qui s'est rendu célèbre parce qu'il a notamment donné ses lettres de noblesse à la fouille de données pour justement réussir à orienter les décisions, les annonces en fonction de la réaction des gens déduite des chiffres publiés sur Internet. Voilà, donc il a vraiment montré à quel point en politique et en élection, ça pouvait jouer une carte très importante, tirer des connaissances à partir des chiffres qui sont en live sur les réseaux sociaux et sur les, les, les sites de sondage, etc., etc. Voilà. Et donc lui, donc, qui est très bien passé pour le dire, avait sorti que 80% du temps passé dans un projet de données, c'est de nettoyer les données. Donc c'est la tâche la plus ingrate, mais en même temps celle qui est la proportion la plus importante. Donc avant même de déduire
de commencer à aller dans les connaissances. Alors le reformatage de données, le nettoyage de données, c'est quelque chose de très important. Alors il existe des outils propres à chaque domaine de spécialité. Par exemple, là, un outil qui s'appelle OpenBabel, bah, c'est un outil libre que vous pouvez récupérer pour, alors c'est lié à la chimie, mais c'est tout ce qui est description de structures tridimensionnelles de molécules. Si vous avez un format PDB, que vous voulez le renvoyer dans un autre format, je ne sais pas moi, MMSIF ou quelque chose, et ben vous pouvez, avec cet outil en ligne de commande, vous pouvez reformater en une commande les choses. Et encore une fois, c'est un outil qui se pipeline avec les autres. C'est un outil dans la philosophie Unix. Vous avez des outils qui sont dispo en site web, mais là c'est un peu embêtant parce qu'on ne peut pas automatiser très facilement, mais vous avez un outil de l'EMBL, ReadSec, ça vous permet de convertir. Alors vous pouvez laisser le format auto-détecté, donc par exemple vous pourriez lui dire bah, je veux un GenBank, j'ai un GenBank et je voudrais l'avoir en version FASTA. Voilà, je voudrais que la séquence génomique dans le GenBank, je voudrais dégager toutes les annotations et n'avoir que du FASTA. Et donc il vous le fait. Voilà. Alors on peut même faire très facilement, après la tâche est plus ou moins complexe suivant la nature de la tâche, mais vous pouvez très facilement avec les outils Unix que je vous ai appris, que je vous apprends en TP, vous pouvez très facilement faire des nettoyeurs reformateurs de données. D'ailleurs, l'outil O, qui est un outil qu'on trouve encore très fréquemment dans les mathématiques des publications, c'est un outil qui est très souvent utilisé en première étape pour nettoyer les données, pour les reformater, et puis après pour le donner à des outils plus spécialisés de bioinformatique, comme de l'analyse de l'alignement de séquences, ou du docking, ou que sais-je. Voilà. Mais c'est des outils qui sont compagnons d'outils plus spécialisés. Okay. Alors, par exemple, voilà, ça c'est par exemple, imaginons j'ai des fichiers PDB, et je voudrais transformer ça en FASTA. C'est-à-dire que je voudrais que les résidus qui sont décrits au niveau atomique, là, dans un PDB, eh bien, je voudrais à chaque fois, pour chaque résidu, n'extraire qu'une lettre, hein, puisque pour un résidu, vous avez plusieurs lignes, puisqu'il y a plusieurs atomes. Je voudrais le G qui est là, eh ben, je voudrais juste, voilà, le G qui est là, je voudrais juste qu'une fois, il apparaisse la lettre G, ensuite la lettre A, bref, je voudrais extraire la séquence. Alors la PDB vous fournit cette capacité. Vous allez sur le site PDB, vous tapez un EHZ pour le tRNA et il vous fournit la possibilité de télécharger juste au format FASTA. Mais supposons que vous ayez fait une analyse sur les structures, vous avez 1 millier de PDB sur votre ordinateur, vous n'allez pas les retélécharger au format FASTA tous. Non, autant faire une petite ligne de commande qui transforme 1 millier de PDB en 1 millier de FASTA. Alors pour faire ça, Awk est tout à fait votre ami. Et donc je vous montre un petit peu la logique. Donc la logique, c'est celle qu'on voit en TP, c'est-à-dire on ramène chaque résidu à une seule ligne. Donc on dit, alors là, le parenthèse, il n'est pas du tout nécessaire. Donc ça, c'est quelque chose que c'est une typo, le parenthèse n'est pas du tout nécessaire. Ça change rien au résultat, mais c'est pas nécessaire. Donc je dis les lignes qui démarrent par atome, suivies de n'importe quel résidu jusqu'à O1P. Donc, je ramène chaque résidu à une seule ligne, la ligne de O1P. Donc ça fait que je lui dis, bah, tu vas faire le taf que pour ces lignes-là. Donc du coup, il va faire le boulot qu'une ligne par résidu. Donc c'est ce que je veux. Et je lui dis, tu imprimes le champ 4. Donc le champ 4, c'est 1, 2, 3, 4, c'est celui du résidu. Donc en fait, pour chaque ligne O1P d'un résidu, je vais ne laisser passer que le champ qui donne le nom du résidu. Très bien, parce que c'est exactement ce que je veux, puisque je veux faire une séquence au format FASTA. Maintenant, le format FASTA, ça démarre par une ligne qui est strictement supérieure, et il y a le nom de la molécule. Bon, là, je l'appelle test. Et l'autre souci, c'est que si je laisse ça comme ça, eh bien, les résidus vont être l'un en dessous de l'autre, parce que chaque fois que Awk a traité une ligne, il affiche le résultat suivant après un retour à la ligne. Donc c'est pas du tout un format FASTA. Moi, ce que je veux, c'est les résidus l'un derrière l'autre. Donc du coup, dans Awk, vous voyez, les instructions de Awk démarrent à ce simple guillemet et terminent à ce simple guillemet. Ça, c'est ce qui est fait pour chaque ligne que je vous décris ici. Mais je peux définir, je peux configurer Awk dans une certaine logique avec une balise qu'on appelle Begin. C'est-à-dire ça, il va le faire qu'une fois. Et dans cette balise, je lui dis,
tu vas, avant de commencer à traiter mon fichier PDB, la première chose que tu vas faire au démarrage de ton boulot, tu vas imprimer la ligne strictement supérieure test. Il va le faire une fois. Donc ça veut dire que la première chose qui va apparaître à l'écran, c'est cette ligne-là. Donc, ce sera ma ligne d'en-tête de mon FASTA. Très bien. Et après, je lui dis, ça c'est un mot réservé de Hawk dans lequel il stocke ce qu'il fait après qu'il a traité chaque ligne. Et ce qu'il fait, normalement, il fait un retour à la ligne. Et moi, je lui dis, bah, après chaque ligne que tu as traitée, tu ne fais, là, il n'y a rien. C'est-à-dire, je ne veux pas de retour à la ligne. Donc, du coup, chaque résidu qui est affiché va être affiché l'un derrière l'autre et non pas l'un en dessous de l'autre, parce que je n'autorise pas le retour à la ligne. Et donc, pour faire ça, ça va me permettre d'arriver à ce résultat-là. Donc, il imprime une première et une unique fois strictement supérieure test. Pour chaque ligne, pour chaque ligne qu'il traite, il regarde est-ce qu'il y a O1P dedans? Non. S'il y a O1P, et ça n'arrive qu'une fois par résidu, il va afficher le quatrième champ, donc le nom du résidu. Et il ne va pas retourner à la ligne. Donc la prochaine ligne O1P, le quatrième champ sera mis l'un à la suite, et ça me fait bien un format FASTA. Voilà. Donc comment, en une petite écriture comme ça, vous écrivez un reformateur qui transforme du PDB en du FASTA. Voilà, très simplement. Alors, il y a un bug dans ce programme, et ce bug, il est directement relié à ce qu'on fait en TP, mais nous, on le voit dans un autre contexte. C'est qu'en fait, la personne qui a écrit ça a estimé qu'on trouverait toujours dans les résidus une ligne O1P. Or, le gars, il s'y connaît pas trop en acides nucléiques, parce que on sait que très souvent, il y a des acides nucléiques qui sont déphosphorylés. Donc, le O1P, c'est un des oxygènes du groupement phosphate. Or, dans cette structure-là, le premier résidu, qui est un G, n'a pas de groupement phosphate, parce qu'il est déphosphorylé. Donc Hawk ne trouvera pas de ligne O1P pour ce résidu. Donc la première lettre de notre séquence, qui devrait être un G, ne sera jamais un G. Et la preuve, ça c'est un cas réel, ça c'est vraiment le fichier, ça c'est vraiment la commande que j'ai tapée, et bien vous voyez que le premier résidu est une A, et pas un G. Donc il n'aurait pas dû choisir O1P et être un peu plus prudent. Donc ça, c'est une bonne illustration du fait que même si vous savez bien utiliser un outil informatique, c'est votre cœur de métier qui vous guide et qui vous valide si c'est bon ou si c'est pas bon. Voilà, donc ça c'est toujours très important. Ça va toujours? Tip top, super, impeccable. Toujours Tristan qui est en vocal, c'est bien. Enfin, je pense que c'était Tristan. Ok. Alors, bien. Alors, du coup, si la tâche pour faire des reformateurs est un peu compliquée, si vous n'avez pas vraiment l'outil qui existe comme OpenBabel, si avec Hawk c'est un peu compliqué ou quoi que ce soit, ou si vous ne maîtrisez pas, si vous savez utiliser des langages de programmation comme Python, Ruby, Java, Perl, eh bien, il y a des laboratoires qui ont créé des librairies, c'est-à-dire ils vous ont écrit, vous n'êtes pas obligé si vous avez Python de vous faire un reformateur où il faut directement tout réécrire, il faut réinventer la roue. Vous avez des librairies, c'est-à-dire des corpus de code avec lequel vous gonflez votre Python, votre Ruby et votre Java, où en 3 lignes, vous arrivez à faire des trucs de fou, parce que ces laboratoires vous ont déjà pré-mâché le travail. Donc ça s'appelle les projets BioStar. Star parce que le étoile veut dire n'importe quel nombre de caractères derrière. Donc BioStar, c'est BioPython, BioRuby, BioJava, BioPerl. Voilà. Et alors, il y en a un certain nombre maintenant avec les années qui sont plus trop évolués, parce que ça dépend beaucoup de l'engouement qu'ont les gens pour le langage. Et ben, Python, lui, BioPython marche encore très fort, puisque Python est le langage numéro 1 en analyse de données. Et bon, ça c'est une vieille capture, mais si vous allez taper BioPython, vous pouvez récupérer cette librairie. Donc c'est quelque chose qui vous permet, vous avez un cookbook aussi, c'est quelque chose qui vous permet très rapidement, voilà le cookbook documentation, voilà très rapidement en quelques lignes de code par exemple, vous pouvez
extraire, voilà, vous pouvez lire des fichiers PDB, vous pouvez extraire les séquences, vous pouvez faire des alignements, vous pouvez contacter GenBank, enfin vous pouvez faire énormément de choses. Je vais voir où je peux tomber avec ça. Voilà, vous pouvez faire de la traduction d'ARN en protéines en donnant les séquences d'utilisation de codons. Vous pouvez analyser les données de NGS, vous pouvez tout faire. Vous pouvez lancer un blast à travers l'Internet, voilà, et là ça vous explique les lignes qu'il faut taper. Et ça se fait en quelques lignes parce que derrière c'est BioPython, donc c'est du code Python qui vous gonfle, qui vous booste votre Python de base qui ne sait pas faire de la bioinfo, et bien là maintenant il sait en faire. Donc en trois lignes vous récupérez, voilà, vous pouvez récupérer, vous pouvez parser du... Voilà, ça c'est un truc qui vous... En ces trois lignes là, vous pouvez... Hop hop hop. Voilà, là par exemple en Python vous pouvez faire les fetch, les entrées utilities qu'on fait nous. Voilà, vous pouvez les faire et donc aller plus loin que ce que nous on fait. Voilà, là vous avez, voilà, vous pouvez récupérer un fichier GenBank et BioPython est capable de lire le GenBank et en une instruction vous pouvez lui dire, bah tu vois le GenBank que tu as récupéré, bah maintenant donne-moi la liste de tous les CDS. Hop, nous, il faudrait qu'on tape les expressions régulières. Bah, lui, il suffit de lui dire get CDS et puis hop, il vous le fait parce que derrière, il y a plein de choses qui ont été écrites. Il n'y a pas de magie, hein. C'est que derrière, il y a des gars qui sont amusés à. C'est un projet qui a plusieurs personnes derrière, mais c'est une standardisation des manières de faire ça avec Python. Voilà. Et donc, si vous regardez sur ce truc-là, dans la capture que je vous ai faite, bah voilà, vous pouvez en quelques lignes, vous pouvez voilà, ça c'est par exemple une conversion. J'ai un fichier GenBank et je veux le transformer en FASTA. Voilà, bah, ça s'écrit en ça. Alors que c'est un boulot qui est beaucoup plus déclaratif si vous devez le faire de zéro dans du Awk, ou même de zéro dans du Python de base. Voilà. Ok. Bien. Hop là, c'est pas ça, c'est pas ça. Ok, alors, ça c'est fait, dégage ça, ça je m'en fous. Hop, hop, allez, supprime, hop, ça c'est fait. Ok, bah écoutez, je crois que j'ai avancé un petit peu plus vite que j'étais chaud parce que ça faisait la deuxième fois. J'ai pas démarré dans la séance de jeudi matin, j'ai pas démarré ça. Ça, c'est pour vous, j'enchaînerai pour vous expliquer. J'aimerais vous introduire des outils qui sont les outils les plus utilisés en ce moment, enfin qui ont vraiment le vent en poupe et qui marchent vraiment super bien. C'est ce qu'on appelle les notebooks. C'est-à-dire, ce sont des outils où d'un côté vous tapez des instructions et de l'autre côté vous voyez en live le résultat. Et quand vous changez les instructions, ça adapte le résultat. Donc c'est action-réaction. Donc c'est des outils qui marchent super bien. Il y en a qui coûtent très cher, qui s'appellent Mathematica MATLAB. Et il y en a donc qui sont totalement gratuits, qui s'appellent IPython pour Interactive Python. Ou alors maintenant, il y a un truc qui s'appelle Jupyter. Et voilà. Donc c'est en fait des environnements intégrés qui sont à cheval entre, c'est intermédiaire entre des outils de pure visualisation, hein, comme des Genome Browser ou des visualiseurs 3D où vous êtes tout en interactif et puis chaque action c'est vraiment pour faire de ce domaine-là. Des outils hyper généralistes comme Unix ou Python où là vous pouvez tout faire mais la visualisation elle n'est pas systématiquement à côté. Et ces environnements, c'est des environnements intégrés, ils sont entre les deux et ça c'est hyper cool. C'est très souvent utilisé pour faire du prototypage pour voir ah, est-ce que ça marche, ok, bah maintenant je vais lancer en mode non interactif sur 1 million de fichiers. Voilà, mais c'est vraiment très sympa. Et on trouve ça, il y a des laboratoires et des mecs hyper doués qui font des trucs de fou, qui vous livrent leur notebook comme ça, gratos. Vous pouvez refaire les choses chez vous si vous utilisez le même environnement qu'eux, et vous pouvez faire du machine learning, vous pouvez faire de l'analyse de génome, de l'analyse de données d'expression, vous repompez, copier-coller, hein, on peut le faire en no-brain, vous pouvez carrément copier-coller leurs instructions et vous arrivez à des super rendus, des super analyses. C'est un peu trop facile, parce que du coup parfois on copie-colle sans conscience, et on se dit ah super ça marche génial, mais en fait il faut adapter à ses propres données quoi. Donc faut quand même, c'est un peu trop facile de copier-coller, il faut quand même réévaluer ça au niveau de vos données et de la question que vous vous posez. Mais ça vous permet vraiment de faire les choses vachement bien. Donc je vous montrerai ça le cours prochain. Je n'ai pas encore fixé la date.
J'arrêterai là pour aujourd'hui et je vous mets donc les deux cours magistraux que j'ai enregistrés, je vous les mets en ligne. Voilà. Est-ce que vous avez des questions pour aujourd'hui? Non, ok, personne. Bon,